Certains auteurs, pour rebondir un peu sur ce que disait Emery sur la libération du management, certains auteurs comme Isaac Gates ou Frédéric Laloux ont écrit sur le fait qu'il fallait réinventer les organisations, libérer les collaborateurs et même faire advenir une entreprise altruiste. Que pensez-vous l'un et l'autre de ces modèles, Emery? Moi, je crois que de toute façon, l'enjeu clé d'un dirigeant aujourd'hui, c'est de libérer l'énergie de son entreprise. L'énergie de son entreprise, c'est avant tout les femmes et les hommes qui la composent, hein, et l'engagement qu'ils ont au service du projet de l'entreprise. Donc, tout ce qui va être de nature à démultiplier l'énergie des équipes sera une bonne chose. La première des choses, je pense, c'est la quête de sens. On a tous besoin de sens, en particulier aujourd'hui. Et donc, le sens de l'entreprise, le fait qu'elle ait pu formuler sa raison d'être ou sa mission, ça, c'est déjà quelque chose de très positif. Une fois que ce sens est posé, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça libère parce que ça clarifie ce pourquoi on est ensemble, ce pourquoi on vient au bureau. Et là où on voit que la culture d'entreprise change, bien, c'est que une fois on a posé cette mission, en fait, c'est quelque chose qui nous dépasse très vite. Et c'est les collaborateurs qui s'en saisissent. Je prends l'exemple de Léa, qui est chez nous une chef de produit sur le linge de maison. Il n'y a pas très longtemps, elle est venue nous voir en nous proposant, au point du mardi, parce qu'on fait un point du mardi tous les mardis pour partager avec toute l'entreprise le projet de l'entreprise toutes les semaines, donc son activité, son actualité et les projets. Elle est venue présenter un projet où on travaille. Elle est partie des fins de série, des produits dont on n'arrive pas à se débarrasser, même après les soldes, sur le linge de maison avec une tête d'oreiller dépareillée, etc., à refaire des produits avec un ESAT, un centre de réinsertion par le travail de personnes handicapées, qui va faire des petits cotons démaquillants, des petites trousses de maquillage, etc. Donc ça, je trouve que c'est génial, ça illustre vraiment comment finalement la mission transforme le management de l'entreprise. Maintenant, je suis vigilant aussi sur le fait que pour moi, il n'y a pas de modèle. On ne peut pas appliquer un modèle de management d'une entreprise à l'autre. Chaque entreprise a sa singularité. Chaque entreprise a son histoire, sa culture, a ses métiers, a ses valeurs, a ses territoires qui façonnent finalement comment elle fonctionne. Donc, chacun doit trouver son mode de fonctionnement idéal et je serais assez mal à l'aise à essayer de dire, voilà, c'est l'entreprise libérée qu'il faut appliquer partout et c'est ça qui va faire que… Non, il y a des choses qui sont fondamentales. Je pense que la mission en est clairement un enjeu clé. Le fait qu'il y ait du lien dans l'entreprise, qu'il y ait du lien entre les collaborateurs, que la qualité de ce lien soit déterminante aussi dans l'engagement des collaborateurs, que la confiance, les valeurs clés, la confiance dans les collaborateurs, dans celles qu'ils ressentent des managers, elle est déterminante aussi pour libérer leur énergie créative et pour qu'ils puissent expérimenter sans avoir peur. Là-dessus, on sera aussi d'accord. C'est-à-dire que moi, je me méfie effectivement des discours qui, veulent plaquer un modèle un peu uniforme, sur, une multitude de réalités, parfois difficiles à appréhender. Là où j'ai quand même l'impression qu'on pardon, je répète, cette objection qu'on enfonce un peu des portes ouvertes, c'est qu'une entreprise altruiste, pour moi, effectivement, enfin, une entreprise qui se désintéresse complètement de son environnement, qui ne prend pas en compte, les besoins de ses salariés, de ses collaborateurs, de ses fournisseurs, de ses clients. Bon, sur le long terme, je ne lui donne pas, une très longue espérance de vie. Donc là encore, je crois qu'il faut, heu, prendre conscience que ce genre d'expression relève du pléonasme. Vous savez, c'est Adam Smith dans sa théorie des sentiments moraux qui disait que le commerce avait cette vertu, c'est qu'il récompense finalement la vertu sociale d'empathie. C'est-à-dire que la seule manière pour un entrepreneur, un commerçant de prospérer sur le temps long, eh bien, c'est de se mettre à la place de l'autre, c'est de comprendre ses besoins, de comprendre ce qu'il veut, et qu'un entrepreneur finalement qui se désintéresse de l'autre ne fait pas long feu, il ne perdure pas. Donc l'entrepreneuriat est par essence, encore une fois, un modèle d'action altruiste. Et si cet altruisme, on ne l'a pas, eh bien, on ne prospère pas, tout simplement. Merci beaucoup. Pour conclure, dernière question, croyez-vous qu'il soit possible, voire souhaitable, peut-être grâce à l'intelligence artificielle, d'aller vers plus d'alignement entre les marques et les valeurs des consommateurs, qu'on appelle aujourd'hui souvent consommateurs, leurs valeurs notamment sociétales qui évoluent peut-être plus rapidement que les valeurs traditionnelles? Emery? Il y a clairement une exigence croissante des consommateurs sur
l'entreprise, sur son engagement, sur la transparence des informations. On a les Yuka, on a énormément d'applications aujourd'hui qui viennent finalement révéler que ce qui se cache derrière un produit. Et au fond, aujourd'hui, les consommateurs n'achètent plus un produit, ils achètent une histoire. Et une des choses, moi qui m'a vraiment fait toucher du doigt cela, en 2011, on invite nos fabricants français à faire à venir réaliser chez eux des tournages, des vidéos-reportages au cœur des usines pour montrer ce qui se cache derrière le Made in France, les métiers, les savoir-faire, les ouvriers, le nombre d'emplois, les pratiques de recyclage des déchets, etc. Et c'est tellement plus fort que tous les labels existants parce que là, on se rend vraiment compte de ce qui est vraiment fait en France, de ce qui se cache derrière le produit, de ce que le pouvoir d'achat qu'on a va contribuer à maintenir ou à préserver sur un territoire. Donc, je crois aujourd'hui à l'information, de toute façon, elle est accessible, donc autant faciliter son accès, c'est notre rôle en tant que pionnier du e-commerce responsable. Et avec Camif, on va très loin sur la transparence. Donc, on va, sur nos fiches produits, aller indiquer l'origine de fabrication, mais aussi les principaux composants, combien de kilomètres ils ont fait pour aller jusqu'à l'usine. Parce que c'est ce niveau de détail-là que cherche aujourd'hui le consommateur. On va parler de l'entreprise qui fabrique cette démarche responsable, parce que c'est ce qu'il pose comme question avant d'acheter un produit, et il a raison. Donc, tout ce qui peut faciliter l'accès à l'information pour faire un choix éclairé, pour faire un choix, pour s'inscrire vraiment dans cette consommation responsable, tant qu'on ne donne pas, et ça a été une des premières innovations qu'on a apportées sur camif.fr quand on l'a relancé, l'information, nous, on a dans notre moteur de recherche, on peut rechercher par critères locaux, on peut rechercher par pays, par région, par département, on peut rechercher par critères sociaux et environnementaux. Bah, quand on donne cette information, on se rend compte que le consommateur l'utilise et que du coup, ce n'est pas forcément le prix qui va regarder ou la promotion qui va être le premier critère de choix, mais ça va être des critères voilà, plus responsables. Et donc, tout ce qui va dans ce sens-là est une bonne chose. Et donc, si on peut utiliser l'IA, moi, je suis pour utiliser les nouvelles technologies, mais pour qu'elles aient du sens et pour les utiliser pour le bien. Hein. C'est la tech for good, la fameuse tech for good. Donc, oui, il faut faire de l'IA, mais il ne faut pas faire de l'IA pour faire de l'IA, il faut faire de l'IA pour éclairer davantage nos choix en tant que consommateurs. Merci beaucoup, Fergan. Ce qui est certain, c'est que l'ère des technologies de l'information et des communications impose une plus grande transparence, c'est-à-dire que le besoin de réduire les asymétries d'information est une aspiration historique, hein, c'est-à-dire que on veut toujours effectivement le plus d'informations possible derrière le produit que l'on achète. Alors hier, les mécanismes de certification étaient très compliqués parce que l'information circulait beaucoup plus difficilement qu'aujourd'hui. Internet, les réseaux de communication, les réseaux sociaux font que là-dessus, les marques sont soumises à une exigence beaucoup plus forte. Il y a des consommateurs qui ont une capacité à s'informer qui est inédite, hein. Il est beaucoup plus facile aujourd'hui de débusquer les produits de mauvaise qualité qu'hier. Et puis, il y a aussi une société civile qui veille. Donc, il n'y a pas seulement la technologie, il y a toutes les associations de consommateurs, les médias, dont le boulot consiste aussi à assister, hein, le client pour qu'il ne soit pas seul face à l'entreprise. De ce point de vue-là, sans nécessairement évoquer des buzzwords comme intelligence artificielle, ce qu'on peut se contenter de dire, c'est que la pression sociale qui s'exerce sur l'entreprise est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était hier, et c'est une bonne chose. Je considère que tout accroissement de la discipline sociale et collective est une très bonne chose, et que ça permettra aux entrepreneurs d'être en adéquation avec les préférences des uns et des autres de manière beaucoup plus efficace, tout simplement. Je vous remercie infiniment tous les deux pour cet échange qui a peut-être été plus vif que ce que j'avais imaginé à la base, mais a toujours été bienveillant, je crois, et qui a permis d'aller au fond des choses d'une façon tout à fait passionnante. Je donne rendez-vous aux auditeurs de Purpose Info le 6 octobre prochain pour un débat entre Vivien Pertuso et Frédéric Fréry. Merci encore. Merci. Merci à vous. Au revoir.